Le jardin que j'avais cultivé de mes propres mains, où les roses qu'Anne aimait avant de mourir, poussaient, mais les souvenirs ne paient pas les avocats de mauvaise foi. Les sentiments ne dissuadent pas les fils ambitieux. J'ai engagé un agent immobilier qu'un collègue de l'hôpital m'a recommandé. Son nom était Hélène Costa, une femme d'environ 50 ans, avec des yeux astucieux et une façon directe de parler, qui m'a immédiatement plu. Monsieur Richard Durand, cette propriété vaut entre 750 000 et 850 000 euros sur le marché actuel. Le quartier s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Je peux vous obtenir un bon prix. J'ai besoin que ce soit rapide et discret. Hélène m'a regardé avec cette expression que les femmes qui ont assez vu le monde ont pour éviter de poser des questions inutiles. Je comprends. Problèmes familiaux, j'ai déjà vu ça. Des enfants qui deviennent soudainement très intéressés par le bien-être de leurs parents quand ils sentent l'héritage. Ne vous inquiétez pas. Je peux la vendre en 3 semaines si vous acceptez un prix juste. Combien ? 780 000 euros. Il y a un jeune couple qui cherche dans ce quartier. Ils ont l'argent prêt. Ils ont juste besoin de trouver la bonne maison. La vôtre convient parfaitement. 3 semaines. C'était le temps que j'avais pour démanteler 40 ans de ma vie et recommencer, pour emballer chaque objet, chaque photographie, chaque morceau de mon histoire dans des cartons qui iraient vers un endroit que je ne connaissais pas encore. Faites-le. Nous avons signé les papiers le même après-midi. Hélène m'a expliqué chaque clause, chaque terme juridique, s'assurant que je comprenais exactement ce que je faisais. La vente serait en espèces sans financement, ce qui signifiait qu'elle pourrait être conclue en moins d'1 mois, dès que nous trouverions l'acheteur. « Et où prévoyez-vous de déménager ?» a-t-elle demandé en remettant les documents dans le dossier. « Je ne sais pas encore. J'ai besoin d'un endroit petit, sûr, où personne ne sait où je suis. Je connais une résidence au centre-ville, des appartements pour personnes âgées, mais ce n'est pas une maison de retraite. Ce sont des appartements indépendants, avec sécurité 24h/24, caméra, concierge. Beaucoup d'infirmiers retraités y vivent. Je peux vous obtenir un 2 pièces pour 2 200 € par mois. Puis-je le voir aujourd'hui ? Nous y sommes allés le même après-midi. Le bâtiment était moderne, 6 étages, avec une façade propre et un petit mais bien entretenu jardin à l'entrée. Le concierge a salué Hélène par son nom. Clairement, elle avait amené des clients auparavant. L'appartement du 3e étage était vide et sentait la peinture fraîche. Un petit salon avec une fenêtre sur la rue, une cuisine américaine avec de nouveaux appareils, une chambre assez grande pour mon lit et une armoire, et une salle de bain complète avec des barres de sécurité déjà installées. C'est parfait. Vous ne voulez pas y réfléchir ? Il n'y a rien à réfléchir, je le prends. J'ai signé le bail le même jour. J'ai payé 3 mois d'avance avec l'argent que j'avais économisé. 6 600 € qu'il m'a fait mal de sortir de mon compte, mais c'était un investissement pour ma liberté. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai vécu une double vie. Le jour, je continuais d'être le Richard que Jacques connaissait, le père disponible, le grand-père complaisant, l'homme âgé qui avait supposément besoin d'aide pour tout. La nuit, j'emballais secrètement des vêtements, des documents importants, des photographies, les quelques objets de valeur sentimentale que je ne pouvais pas laisser derrière. J'ai engagé une petite entreprise de déménagement, une de celles qui ne posent pas de questions et travaillent en liquide. J'ai payé 700 € pour qu'ils déménagent tout dans le nouvel appartement un jour où je savais que Jacques serait au travail. Jacques continuait à me rendre visite de plus en plus fréquemment, toujours avec Carole, toujours avec cette expression de préoccupation que je reconnaissais maintenant comme complètement fausse. Ils apportaient de la nourriture que je n'avais pas demandée. Ils offraient de faire des réparations à la maison qui n'avaient pas besoin d'être faites. Ils demandaient constamment pour ma santé. « Papa, tu as l'air fatigué. Dors-tu bien ?»« Parfaitement, mon fils. C'est juste que je remarque que tu as été distrait dernièrement. Hier, tu m'as appelé et m'as dit la même chose 2 fois. Vraiment ? Je ne m'en souviens pas. » Je mentais.
Je savais exactement ce qu'il faisait. Il créait son récit, documentant des symptômes qu'ils utiliseraient plus tard contre moi. Chaque visite était un enregistrement mental de supposés oublis, confusion, signes de détérioration cognitive qui n'existaient que dans la convenance de son imagination. Carole prenait des photos. Elle pensait que je ne remarquais pas, mais je l'entendais sortir son téléphone et capturer des images de l'intérieur de la maison, des meubles, des pièces, tout ce qu'il revendiquerait plus tard, comme faisant partie du patrimoine familial qui devait être préservé. 2 jours avant que la vente ne soit conclue, Jacques est arrivé avec une proposition. « Papa, Carole et moi avons réfléchi. Que penses-tu de venir vivre avec nous pendant quelques mois, juste pour essayer ? Tu pourrais rester dans la chambre d'amis, tu serais accompagné, tu n'aurais pas à t'inquiéter pour la maison. Et qu'arriverait-il à cette maison entre-temps ? On pourrait la louer, obtenir quelques revenus supplémentaires qui te feraient du bien. Je me chargerais de trouver des locataires fiables, de collecter le loyer, tout. Tu n'aurais qu'à profiter d'être avec ta famille. » C'était si évident que ça faisait mal. Une fois que je vivrais avec eux, une fois que la maison serait louée au nom de Jacques, ce serait une question de temps jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de me la prendre définitivement. Un papier signé ici, une supposée urgence médicale là, et je perdrais tout sans même m'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Laisse-moi y réfléchir. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, papa. C'est pour ton propre bien. C'était encore là pour mon propre bien, comme si j'étais incapable de savoir ce qui était le mieux pour moi-même. Donne-moi 1 semaine. 1 semaine, alors. Mais réfléchis sérieusement. Tu n'es plus en état de vivre seul, papa. À ton âge, n'importe quoi peut arriver. Ils sont partis ce soir-là et j'ai fini de faire mes bagages. Carton après carton d'une vie entière réduite à du carton et du ruban adhésif. La vente a été conclue un mardi après-midi chez le notaire. Le couple acheteur, Pierre et Camille Collivier, était exactement ce qu'Hélène avait promis. De jeunes professionnels avec un bébé en route, cherchant leur première maison. Ils avaient les yeux brillants de quelqu'un qui ne fait que commencer. La même illusion que j'avais eue 40 ans auparavant, quand j'avais acheté ce terrain vide. « Nous prendrons très bien soin de votre maison, monsieur Durand », a dit Camille, avec une sincérité authentique. Nous pouvons sentir tout l'amour qui se trouve dans chaque petit coin. J'ai presque pleuré, presque, mais je suis resté ferme. J'ai souri. J'ai signé chaque papier que le notaire a mis devant moi. Le virement bancaire est arrivé sur mon compte alors que nous étions encore chez le notaire. 780 000 €, moins les frais d'Hélène, moins les frais de clôture, me laissaient avec 720 000 € net. « Que prévoyez-vous de faire avec cet argent ?» a demandé le notaire en tamponnant les documents finaux. « Investir dans quelque chose qui me donne la paix. » Ce même après-midi, j'ai ouvert 3 comptes différents. Un compte d'investissement à long terme qui générerait des intérêts modestes mais sûrs. Un compte d'épargne d'urgence avec 150 000 € que personne ne pourrait toucher sans mon autorisation personnelle et physique à la banque. Et un compte courant normal pour mes dépenses mensuelles. Tous uniquement sous mon nom, sans bénéficiaire, sans co-titulaire, sans aucun moyen que quelqu'un d'autre puisse avoir accès à cet argent, même s'il me déclarait incapable. L'avocat que j'ai engagé s'est assuré que chaque compte était protégé avec des instructions spécifiques. En cas de maladie ou d'incapacité, la banque devrait contacter directement mon avocat, pas un membre de la famille. Toute tentative de tutelle ou de pouvoir légal devrait d'abord passer par lui. Et il avait des instructions strictes pour lutter contre chaque demande comme si sa vie en dépendait. Cela m'a coûté 5 000 € supplémentaires en frais juridiques. Mais cela valait chaque centime. Le déménagement dans le nouvel appartement était presque anticlimatique. Mes affaires n'occupaient que la moitié de l'espace disponible. J'ai réalisé combien de poids j'avais porté inutilement toutes ces années. Des meubles que je n'utilisais jamais, des vêtements que je n'avais pas portés depuis des décennies, des objets décoratifs qui ne faisaient que collecter la poussière. Ma nouvelle vie dans l'appartement a commencé avec un silence que je n'avais pas connu depuis des années. Ce n'était pas le silence vide de la solitude, mais le silence plein de possibilités.
Chaque matin, je me réveillais en sachant que cet espace était complètement à moi, que personne ne viendrait juger comment je le décorais ou suggérer qu'il était trop grand pour moi. Mais je savais que le silence ne durerait pas. Jacques finirait par remarquer quelque chose, et je devais être préparé pour ce moment. Durant la première semaine dans mon nouveau domicile, j'ai établi une routine. Je prenais mon petit déjeuner à la petite table près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. Je sortais me promener dans le parc voisin chaque matin, rencontrant d'autres personnes de mon âge qui avaient également choisi de vivre indépendamment. L'après-midi, je lisais, regardais la télévision, sans le poids constant de me demander quand la sonnette retentirait avec une autre visite occasionnelle de mon fils. J'avais donné mon nouveau numéro de téléphone uniquement à mon avocat et à Hélène. Mon ancien téléphone, je l'ai gardé actif, mais laissé dans le tiroir de la table de chevet, ne vérifiant qu'une fois par jour pour voir les messages de Jacques. Ils étaient prévisibles dans leur fausseté. « Papa, je suis passé chez toi aujourd'hui, mais tu n'étais pas là. Où étais-tu? Papa, j'ai besoin de te parler de ce dont nous avons discuté. Quand puis-je te rendre visite? Papa, je m'inquiète. Tu ne réponds pas à mes appels. Est-ce que tout va bien? Je ne répondais pas immédiatement. J'attendais quelques heures, parfois une journée entière avant d'envoyer des réponses courtes et vagues. Je vais bien, fils, occupé avec quelques affaires personnelles. Rien qui lui donnait des informations réelles, rien qui lui permettrait de suivre ce que je faisais vraiment. 2 semaines passèrent, puis 3. Jacques commençait à s'impatienter. Ses messages devenaient plus insistants, plus exigeants. « Papa, j'ai besoin de te voir, c'est urgent. Nous devons parler de ton avenir. » Mon avenir, comme s'il avait le moindre droit de décider à ce sujet. C'est Carole qui s'est finalement présentée à la maison, ou ce qui avait été ma maison. Pierre-Olivier m'a appelé confus et légèrement alarmé. « Monsieur Durand, il y a une femme ici qui dit être votre belle-fille. Elle exige d'entrer. Elle dit qu'elle doit récupérer certaines de vos affaires. Je lui ai expliqué que la maison n'est plus à vous, que nous avons acheté la propriété légalement, mais elle insiste qu'il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, monsieur Olivier. La maison est complètement à vous maintenant. Ma belle-fille n'a aucun droit sur elle, ni sur quoi que ce soit qui s'y trouve. Si elle continue à vous déranger, appelez la police. Vous êtes sûr? Elle semble très contrariée. Complètement sûre. Et monsieur Olivier, il est possible que dans les semaines à venir, plus de personnes apparaissent avec des revendications similaires. S'il vous plaît, ne les laissez pas entrer. Tous les documents de vente sont en ordre. Vous n'avez rien à craindre. J'ai raccroché et me suis servi une tasse de tisane à la camomille avec des mains parfaitement stables. Alors, il l'avait finalement découvert. Je me demandais combien de temps il leur faudrait pour me trouver. La réponse était moins de 2 heures. Mon ancien téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Appel après appel de Jacques, de Carole, même de numéros inconnus que je présumais être d'amis ou de parents qu'ils avaient recrutés pour la cause. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je me suis simplement assis sur mon nouveau canapé, buvant ma tisane et attendant. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. Je les ai écoutés cette nuit-là, un par un, comme quelqu'un regardant une pièce particulièrement mauvaise. « Papa, qu'as-tu fait? Vendu la maison sans rien nous dire? Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» La voix de Jacques oscillait entre l'incrédulité et la fureur à peine contenue. « Richard, nous devons parler de toute urgence. C'est très grave. Tu as fait une terrible erreur. » Carole essayait de paraître autoritaire, mais n'a réussi qu'à paraître désespérée. « Papa, s'il te plaît, réponds. Nous sommes très inquiets. »« Où vis-tu maintenant? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu allais vendre? Nous avions des projets. » Jacques, à nouveau, essayant maintenant l'approche du fils préoccupé. Le dernier message était le plus révélateur. Jacques avait cessé de prétendre. « Tu sais quoi, papa? Ça ne va pas se passer comme ça. Cette maison était notre héritage. Nous avons travaillé pour elle. Nous avons pris soin de toi, attendant que tu sois juste envers nous. Tu ne peux pas simplement la vendre et garder tout l'argent. Nous allons nous battre légalement. Carole a déjà parlé à un avocat.
Nous avons des droits. Des droits? Quel mot intéressant venant de quelqu'un qui avait prévu de me priver des miens. J'ai supprimé tous les messages et éteint le téléphone. Je n'en aurai plus besoin. Le lendemain, Jacques s'est présenté à l'hôpital où j'avais travaillé pendant 40 ans. Il a demandé après moi au service des ressources humaines. Il a exigé de savoir s'il y avait une adresse de contact mise à jour dans mes dossiers. La superviseure de service, Madame Nicole, qui me connaissait bien, lui a poliment expliqué que cette information était confidentielle et que si je n'avais pas partagé mon adresse avec lui, l'hôpital ne pouvait pas le faire. C'est mon père. Il a 70 ans, a vendu la maison, et personne ne sait où il est. Il pourrait être en danger. Jacques avait perfectionné son ton de fils angoissé. « Votre père a travaillé ici pendant 40 ans, mon garçon. Je le connais personnellement. C'est l'un des hommes les plus capables et intelligents que j'ai jamais rencontrés. S'il a décidé de ne pas partager son emplacement avec vous, je suis sûr qu'il a ses raisons. » Nicole n'était pas facilement manipulée. J'ai appris cette conversation parce que la superviseure m'a appelé cet après-midi-là sur mon nouveau numéro, en riant. « Richard, ton fils est venu ici aujourd'hui en faisant une scène. Est-ce que tout va bien? As-tu besoin d'aide? Tout va parfaitement bien, Nicole. Juste un fils qui ne peut pas accepter que son père ait encore le droit de prendre ses propres décisions. Ah, j'en ai eu un comme ça aussi. Il voulait me mettre dans une maison de retraite pour avoir ma maison. Je leur ai montré que je peux encore courir plus vite que l'âge. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » Elle a ri avec ce rire profond que j'ai toujours aimé. « Je le ferai. » Merci, Nicole. Mais Jacques et Carole n'ont pas abandonné. Ils ont commencé à me chercher systématiquement. Ils sont allés dans tous les endroits où ils savaient que j'allais habituellement. L'église du quartier, le supermarché où j'avais fait mes courses pendant des années, la maison d'Élise, ma nièce. Élise m'a appelé, inquiète. « Oncle Richard, Jacques était ici. Il a dit que tu avais vendu ta maison et disparu, qu'il est très inquiet pour toi. Que se passe-t-il ? » « Je vais bien, Élise. J'ai juste pris quelques décisions concernant ma vie que Jacques n'a pas aimées, mais ce sont mes décisions. As-tu vendu la maison? Oui. Et vis-tu seul quelque part? Je vis très bien, dans un endroit sûr, avec mon argent protégé et ma tranquillité d'esprit intacte. Il y a eu un silence. Puis Élise a soupiré. Jacques m'a demandé d'essayer de te convaincre de vivre avec eux si je te voyais. Il a dit quelque chose à propos du fait qu'il n'est pas sûr pour toi de vivre seul à ton âge. Et que penses-tu? Je pense que tu es l'homme le plus fort que je connaisse, et si tu as pris cette décision, c'était pour une bonne raison. Mais je pense aussi que Jacques est vraiment contrarié. Il dit qu'il va se battre devant les tribunaux. Laisse-le se battre, il n'a aucune base légale. Oncle, que s'est-il vraiment passé? Jacques a toujours été compliqué, je le sais, mais cela semble plus sérieux. Je lui ai dit, pas tout, mais assez. La conversation que j'avais surprise à propos de la tutelle, les plans pour me manipuler, l'avocat prêt à les aider à me priver de mon autonomie et de mes biens. Élise est restée silencieuse pendant longtemps. Quand elle a finalement parlé, sa voix tremblait d'un mélange de colère et de tristesse. Je n'arrive pas à croire qu'il en soit capable. C'est ton fils. C'est pourquoi ça fait si mal. Que vas-tu faire maintenant? Rien, j'ai déjà fait ce que je devais faire. Protéger mes biens, assurer mon indépendance. Et maintenant, je vais vivre le reste de ma vie en paix. Ce que Jacques fait ou ne fait pas n'est plus mon problème. Mais je savais que Jacques n'abandonnerait pas si facilement. Je le connaissais trop bien. Quand il voulait quelque chose, il ne s'arrêtait pas jusqu'à ce qu'il l'obtienne ou jusqu'à ce que la réalité le frappe assez fort pour le faire abandonner. Et nous n'avions pas encore atteint ce point. 3 semaines de silence relatif passèrent. Il n'essaya pas de me contacter directement, ni n'apparut dans les lieux où il avait l'habitude de me voir. Ce silence me rendait plus nerveux que tous ces appels réunis. Cela signifiait qu'il planifiait quelque chose, regroupait ses forces, préparait son prochain coup. Mon avocat m'a appelé un vendredi après-midi. « Monsieur Durand, j'ai reçu une notification. »
Votre fils a déposé une demande judiciaire, alléguant une inquiétude pour votre bien-être mental et votre capacité à gérer vos affaires financières. C'était là, exactement ce que j'avais entendu dans cette conversation des mois auparavant. Le plan était toujours en mouvement, seulement maintenant je n'avais plus rien qu'il pouvait prendre. Qu'allègue-t-il spécifiquement? Que vous avez vendu votre propriété impulsivement et sans consulter la famille, que vous avez montré des signes de confusion et de détérioration cognitive, que vous vous êtes isolé socialement et ne répondez pas aux tentatives de communication de votre fils unique. Il demande une évaluation psychologique obligatoire et une audience pour déterminer si vous avez besoin d'une tutelle temporaire. À quel point est-ce grave? Cela dépend du juge. Certains prennent ces demandes très au sérieux, surtout quand elles viennent de membres de la famille directe. D'autres sont plus sceptiques. Nous devrons préparer une défense solide. Avez-vous des preuves que vous êtes en pleine faculté mentale? J'ai 40 ans d'histoire professionnelle comme infirmier. J'ai des relevés de ma retraite montrant que j'ai géré toute la paperasse seul. J'ai le processus complet de la vente de ma maison, où j'ai signé chaque document en pleine connaissance et avec les conseils de professionnels. Bien, cela aide, mais nous aurons aussi besoin d'une évaluation psychologique indépendante qui démontre votre capacité cognitive, et il serait utile d'avoir des témoins qui peuvent parler de votre état mental actuel. Quand est l'audience? Dans 5 jours. Mais avant cela, le juge a ordonné qu'une assistante sociale visite votre résidence actuelle pour évaluer vos conditions de vie. Bien sûr, il voulait voir où je vivais, comment je vivais, cherchant toute preuve de négligence personnelle ou d'incapacité à prendre soin de moi-même. C'était une partie de la stratégie que j'avais entendue des mois auparavant. Est-ce que Jacques sait où je vis? Non. Selon les documents qu'il a présentés, il prétend n'avoir aucune connaissance de votre lieu de résidence actuel, ce qu'il utilise comme preuve supplémentaire de votre supposée détérioration mentale. Il dit qu'une personne dans son bon sens ne disparaîtrait pas sans laisser d'adresse à sa seule famille. Comme c'est pratique, j'ai besoin de vous demander quelque chose d'important. Y a-t-il une possibilité que votre fils ait raison? Un moment de confusion réelle, un oubli significatif, quelque chose qu'il pourrait utiliser contre vous? J'ai 70 ans, pas 30. Parfois j'oublie où j'ai laissé mes lunettes ou ce que j'allais acheter au supermarché, mais mon esprit est parfaitement clair. J'ai vendu ma maison parce que j'ai découvert que mon fils prévoyait de me la voler. J'ai déménagé sans le lui dire parce que je ne lui fais pas confiance. Ce ne sont pas les actions d'une personne confuse, ce sont les actions de quelqu'un qui se protège. Alors, c'est exactement ce que nous dirons à l'audience. L'évaluation psychologique a eu lieu 3 jours plus tard. Dr Serge Almeida était un psychiatre judiciaire avec 30 ans d'expérience, évaluant la capacité mentale dans des cas juridiques. Il m'a donné des tests de mémoire, des tests de raisonnement logique, des tests d'orientation temporelle et spatiale. Il m'a demandé de résoudre des problèmes mathématiques, de me souvenir de listes de mots, d'expliquer le sens de dictons courants. Monsieur Durand, vos résultats sont bien au-dessus de la moyenne pour votre âge. Il n'y a aucune preuve de détérioration cognitive, de démence ou d'incapacité mentale d'aucune sorte. Votre mémoire à court et à long terme fonctionne parfaitement. Votre capacité de raisonnement est excellente. D'un point de vue clinique, vous êtes complètement capable de gérer vos propres affaires. Pouvez-vous mettre cela par écrit? Je l'ai déjà fait. Mon rapport sera disponible pour le juge avant l'audience. L'assistante sociale est arrivée à mon appartement un mardi matin. C'était une jeune femme, probablement environ 35 ans, avec une tablette à la main et une expression professionnellement neutre. Monsieur Durand, je suis Marie Campos, assistante sociale assignée par le tribunal. J'ai besoin de poser quelques questions et d'observer vos conditions de vie actuelles. Entrez, s'il vous plaît. Elle a marché lentement à travers l'appartement, prenant des notes.
Elle a vérifié la cuisine, la salle de bain, la chambre, ouvert le réfrigérateur et vu qu'il était bien approvisionné en nourriture fraîche. Elle a vérifié l'armoire à pharmacie et vu mes médicaments organisés et à jour. Elle a observé que l'appartement était propre, organisé, décoré avec bon goût. Vivez-vous seul ici? Oui. Qui vous aide avec les courses, le nettoyage, la préparation des repas? Personne. Je le fais moi-même. Avez-vous des difficultés à effectuer ces tâches? Aucune. J'étais infirmier pendant 40 ans. Je sais parfaitement comment prendre soin de moi-même. Pourquoi avez-vous déménagé de votre maison précédente? Parce que j'ai découvert que mon fils prévoyait de me la prendre en utilisant des moyens juridiques douteux. J'ai vendu la propriété pour protéger mes biens et j'ai déménagé ici pour avoir la paix. Marie a levé les yeux de sa tablette, ses yeux montrant un intérêt authentique pour la première fois. C'est une accusation sérieuse. C'est la vérité. J'ai surpris une conversation entre mon fils, sa femme et un avocat discutant de comment obtenir la tutelle sur moi, basée sur des problèmes mentaux supposés que je n'ai pas. J'ai pris des mesures préventives. Avez-vous des preuves de cette conversation? Ma parole et le fait qu'ils font maintenant exactement ce qu'ils avaient prévu de faire, demander la tutelle basée sur de fausses allégations d'incapacité mentale. Marie a écrit pendant plusieurs minutes. Puis elle m'a posé plus de questions sur ma routine quotidienne, mes activités sociales, ma santé physique, mes finances. Je lui ai montré mes relevés bancaires, mes reçus de paiement de loyer, mes dossiers médicaux à jour. Monsieur Durand, je dois dire que j'ai évalué des dizaines de cas comme celui-ci. La plupart sont des situations authentiques où une personne âgée a besoin d'aide, mais certaines... Elle a fait une pause. Certaines sont des membres de la famille, essayant de prendre le contrôle des biens avant que ce ne soit légalement approprié. Et lequel pensez-vous que mon cas est? Je crois que vous êtes parfaitement capable de vivre indépendamment et de gérer vos propres affaires. Mon rapport le reflètera. 2 semaines plus tard, mon 71e anniversaire est arrivé. Je n'avais pas prévu de célébrer. L'idée de célébrer tout en faisant face à une bataille juridique avec mon propre fils semblait absurde. Mais Élise a insisté. « Oncle, tu ne peux pas laisser Jacques te voler aussi ton anniversaire. Prenons un petit déjeuner, juste nous deux si tu veux. Mais tu dois célébrer que tu as atteint 71 ans et que tu es toujours maître de ta propre vie. » Elle avait raison. Alors j'ai accepté, mais avec une condition. Le restaurant serait choisi par moi et je ne lui donnerai l'adresse que ce matin-là. Je ne voulais pas risquer qu'Élise dise involontairement quelque chose à Jacques. J'ai choisi un petit restaurant au centre-ville, près de mon appartement, un endroit confortable où la nourriture était bonne et l'atmosphère calme. Je suis arrivé tôt et ai demandé une table près de la fenêtre. Élise est arrivée ponctuellement avec un petit gâteau au chocolat et une étreinte sincère. « Joyeux anniversaire, oncle. 71 ans d'être l'homme le plus fort que je connaisse. » Nous avons commandé à manger, parlé de sa vie, de ses projets de voyage qui s'étaient finalement concrétisés. C'était agréable d'avoir une conversation normale, sans tension, sans arrière-pensée cachée. Nous étions sur le point de commander un café quand j'ai vu quelque chose qui a glacé mon sang. Jacques entrait dans le restaurant avec Carole. Ce n'était pas une coïncidence. La façon dont Jacques scrutait le restaurant des yeux, la façon dont Carole marchait un demi-pas derrière lui, l'expression de détermination sur leurs 2 visages. Ils étaient venus me chercher et avaient d'une manière ou d'une autre découvert où je serais. Mon regard s'est fixé sur Élise, qui a pâli instantanément. « Oncle, je n'ai pas... » Il m'a appelé ce matin et m'a demandé si je savais quelque chose à propos de toi. J'ai dit non, mais ma voix a tremblé. Il a dû vérifier mon téléphone pendant que j'étais aux toilettes chez lui hier. Il a vu tes messages. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Jacques avait déjà atteint notre table. « Papa, quelle surprise de te trouver ici !» Sa voix dégoulinait de sarcasme. « Célébrant ton anniversaire avec Élise, mais pas avec ton propre fils. Pas surprenant que tu sois venu sans invitation.
Ça semble être ta spécialité ces derniers temps. » Carole a tiré une chaise de la table voisine, et ils se sont tous deux assis, sans attendre la permission. Élise m'a regardé avec des yeux suppliants, clairement mal à l'aise, mais ne sachant pas comment gérer la situation. « Nous devons parler, papa, de beaucoup de choses. » Jacques a posé son sac sur la table, comme pour marquer son territoire. « Nous n'avons rien à nous dire. »« Oh non, que dirais-tu d'avoir vendu la maison familiale sans nous dire quoi que ce soit ? Que dirais-tu d'avoir disparu pendant des semaines sans donner d'explication ? Que dirais-tu du fait que tu agis d'une manière complètement irrationnelle ? » Irrationnelle. J'ai répété le mot lentement. Comme c'est intéressant que tu utilises exactement la même terminologie que ton avocat a utilisée dans les documents présentés au juge. Son visage s'est tendu pendant une fraction de seconde avant de retrouver sa composition. J'ai présenté ces documents parce que je suis sincèrement inquiet pour toi. N'importe quel fils ferait ça. N'importe quel fils qui voulait voler son père, tu veux dire. Élise a étouffé un cri. Carole s'est déplacée inconfortablement sur sa chaise. Jacques, cependant, a gardé son regard fixé sur moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Je connais l'avocat à qui tu as parlé. Je connais le plan pour obtenir la tutelle sur moi. Je sais que vous avez prévu de me déclarer incapable pour prendre le contrôle de mes biens. La seule chose que tu ne savais pas, c'est que je l'avais découvert avant que tu ne puisses l'exécuter. Le silence qui a suivi était dense, lourd. Les clients des tables voisines ont cessé de parler et nous ont regardés discrètement. Le serveur, qui venait dans notre direction avec du café, s'est discrètement retourné. « Tu es paranoïaque », a finalement dit Jacques. « C'est exactement le genre de pensée qui démontre que tu as besoin d'aide. Imaginer des complots, croire que ta propre famille veut te faire du mal. Ce n'est pas de la paranoïa quand c'est vrai. Et je n'ai pas eu à imaginer. Je l'ai entendu directement de ta bouche. » Carole est intervenue pour la première fois. « Richard, je comprends que tu sois contrarié, mais tu dois voir cela de notre point de vue. Tu as vendu une propriété valant près de 800 000 € sans consulter personne. Tu as déménagé sans laisser d'adresse. Tu ne réponds pas aux appels. Ce sont des comportements préoccupants chez quelqu'un de ton âge. C'était ma maison, achetée avec mon argent, construite avec mon travail. Je n'avais pas besoin de consulter qui que ce soit pour la vendre. Et j'ai déménagé sans laisser d'adresse, précisément parce que je savais que vous feriez cela, me manipuler, me faire pression, essayer de me contrôler. Personne ne veut te contrôler, papa. » Jacques avait repris sa voix douce, celle qu'il utilisait quand il essayait de me convaincre de quelque chose. « Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu es notre père. Nous t'aimons. Si vous m'aimiez, vous respecteriez mes décisions. Si vous m'aimiez, vous n'auriez pas engagé un avocat pour planifier comment me priver de mon autonomie. C'est ta version des faits, une version déformée par ton âge, par le stress de vivre seul, par la confusion naturelle qui vient avec le vieillissement. C'était là encore, le récit soigneusement construit, chaque mot choisi pour peindre l'image d'un vieil homme confus et non d'un homme intelligent protégeant ce qui était à lui. Je ne suis pas confus, Jacques. Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années. Et ce que je vois avec clarté, c'est que tu as planifié de me voler tout sous prétexte de prendre soin de moi. Personne n'allait te voler quoi que ce soit. La voix de Jacques a augmenté en volume. Plusieurs têtes se sont tournées ouvertement dans notre direction. Cette maison était ton héritage pour nous, pour ta famille. Tu l'as vendue et as gardé tout l'argent. Et là était la vérité, finalement sans déguisement. C'était mon argent, Jacques. Non, notre héritage. Pas ton héritage, pas jusqu'à ce que je meure. Et apparemment, cela ne pouvait pas attendre. Ne dis pas ça, c'est horrible. Horrible? Tu sais ce qui est horrible? Ton propre fils qui t'espionne, qui prévoit de te déclarer incapable, qui engage des avocats de mauvaise foi pour te priver de tout ce pour quoi tu as travaillé 40 ans. Ça, c'est horrible. Carole s'est penchée en avant, les mains entrelacées sur la table. Écoute, Richard, soyons pratiques.
Tu as vendu la maison, d'accord, mais cet argent est trop pour une personne de ton âge à gérer seule. Ils peuvent t'arnaquer, tu peux faire de mauvais investissements, tu peux tout perdre. Laisse-nous t'aider à le gérer. Nous pouvons ouvrir un compte joint. Je peux te conseiller sur les investissements. Nous nous assurons que tu seras en sécurité. En sécurité pour qui? Pour moi ou pour vous? Pour tout le monde. Nous sommes une famille. La famille ne prévoit pas de se tromper mutuellement. Jacques a frappé la table avec la paume de sa main, faisant teinter les couverts. Assez, c'est ridicule. Papa, tu viens avec nous tout de suite. Nous allons à ton appartement. Tu fais tes bagages et tu viens vivre avec nous, où nous pouvons prendre soin de toi correctement. Je ne vais nulle part avec toi. Je ne demande pas, je te dis. Et je te dis que tu n'as aucun droit sur moi. Je suis un homme adulte en pleine faculté mentale et je prends mes propres décisions. L'audience est dans 3 jours, a dit Carole. Le juge écoutera toutes les preuves que nous avons. Les voisins de ton ancienne maison, qui ont signalé que tu étais désorienté. Le personnel de l'hôpital qui a remarqué des changements dans ton comportement avant que tu ne prennes ta retraite. Tout est documenté. Mensonge. Chaque mot est un mensonge soigneusement planté. Des témoignages que vous avez probablement fabriqués ou manipulés pour construire votre cas. Laissez-les présenter ce qu'ils veulent. J'ai mes propres preuves. Des évaluations psychologiques qui démontrent ma capacité mentale complète. Des rapports de l'assistante sociale confirmant que je vis indépendamment sans problème. Et par-dessus tout, la vérité. La vérité? Jacques a ri amèrement. Ta vérité est que tu es obstiné, têtu, refusant d'accepter que tu as besoin d'aide. Ce n'est pas la vérité, papa. C'est ton ego qui refuse d'admettre que tu ne peux plus tout faire seul. Je me suis levé. Élise a fait de même immédiatement, se plaçant à mes côtés dans un geste de soutien silencieux. Je fais des choses seul depuis 70 ans, Jacques. J'ai élevé un fils seul, après la mort de ta mère. J'ai construit une maison seule. J'ai fait mon chemin dans une profession seule. Et je terminerai mes jours seul. Et cela signifie garder ma dignité intacte. Papa, s'il te plaît. Pour la première fois, la voix de Jacques a tremblé avec quelque chose qui aurait pu être une émotion authentique. Ou peut-être n'était-ce que de la frustration que son plan se soit effondré. Ça ne doit pas être comme ça. Nous pouvons résoudre cela. Pouvons-nous? Pouvons-nous quoi? Peux-tu arrêter d'essayer de me contrôler? Peux-tu respecter que je suis le propriétaire de ma propre vie? Non, Jacques, tu ne peux pas, parce que tu ne m'as jamais vu comme une personne ayant le droit de décider. Tu ne m'as vu que comme une source de ressources que tu finirais par hériter. J'ai pris mon portefeuille et laissé 3 billets de 50 € sur la table, suffisamment pour couvrir l'addition d'Élise et la mienne avec un généreux pourboire. Joyeux anniversaire à moi, ai-je dit sans émotion. Élise, allons-y. Cela ne se termine pas ici. Carole s'est aussi levée. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Faites-le. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Pendant que vous planifiez comment me voler, je m'étais déjà protégé. L'argent est investi dans des comptes que vous ne pouvez pas toucher. Mon appartement est au nom d'une société dont je suis le seul bénéficiaire. Et j'ai des instructions juridiques claires sur quoi faire si vous essayez de me déclarer incapable. Cela ressemble à de la paranoïa, papa. Cela ressemble à de l'intelligence, mon fils. Quelque chose que tu as clairement sous-estimé chez moi. Nous avons quitté le restaurant sous le regard de tous les présents. Les 5 jours jusqu'à l'audience ont été les plus longs de ma vie. Pas par peur, mais par l'anticipation de pouvoir enfin dire ma vérité devant quelqu'un ayant l'autorité de faire comprendre à Jacques et Carole qu'ils avaient perdu. Mon avocat, M. Claude Guerrero, m'a préparé de façon exhaustive. Nous avons revu chaque détail de mon cas, chaque document, chaque élément de preuve. Il m'a appris à rester calme, quelles que soient les accusations qu'il faisait, à répondre avec clarté et précision, à ne pas me laisser provoquer émotionnellement. Ils vont essayer de vous dépeindre comme un vieil homme confus et têtu, m'a-t-il averti. Leur stratégie dépend du fait de faire voir au juge
que vous êtes quelqu'un d'incapable de prendre des décisions rationnelles. Vous devez démontrer exactement le contraire avec chaque mot que vous dites. Ce ne sera pas difficile. J'ai juste besoin d'être moi-même. Exactement. Soyez vous-même, l'homme qui a construit une vie à partir de rien, qui a travaillé 40 ans comme infirmier, qui a pris des décisions intelligentes pour protéger ses biens. C'est l'homme que le juge doit voir. Le matin de l'audience, je me suis habillé avec soin. Un costume gris que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, des chaussures confortables mais formelles, un léger maquillage qui mettait en valeur mon visage sans exagération. Je voulais avoir l'air exactement de ce que j'étais, un homme de 70 ans en pleine possession de ses facultés. Je suis arrivé au tribunal une demi-heure avant l'heure prévue. Me Guerrero était déjà là, révisant des documents dans son dossier. Il m'a accueilli avec un sourire rassurant. Prêt? Plus que prêt. Jacques et Carole sont arrivés 15 minutes plus tard avec leur avocat, un homme d'environ 50 ans, dans un costume coûteux et avec une expression de requin. Son nom était Me Richard Menezes, selon son badge. Ils ne m'ont pas regardé directement, mais je pouvais sentir leurs yeux m'évaluer, cherchant tout signe de faiblesse qu'ils pourraient exploiter. La salle d'audience était petite, formelle, avec des murs en bois sombres et l'odeur du vieux papier. Le juge est entré ponctuellement, un homme d'environ 60 ans, avec des cheveux gris et des lunettes épaisses. Il s'est présenté comme le juge, Dr Marcel Ramos. Bonjour. Nous sommes ici pour évaluer la demande de tutelle temporaire présentée par M. Jacques Durand sur son père, M. Richard Durand. Nous procéderons avec les témoignages. Me Menezes, vous pouvez commencer. Me Richard Menezes s'est levé et a commencé sa présentation d'une voix ferme et autoritaire. Votre honneur. Nous sommes ici parce qu'un fils inquiet a remarqué des changements alarmants dans le comportement de son père. Monsieur Richard Durand, 70 ans, a pris des décisions financières impulsives et irrationnelles qui mettent en péril son bien-être futur. Il a vendu sa propriété familiale évaluée à près de 800 000 € sans consulter sa seule famille. Il a déménagé sans laisser d'adresse de contact. Il a coupé la communication avec son fils. Ce sont des comportements qui suggèrent une détérioration cognitive et un besoin de supervision. Je suis resté assis, calme, les mains sur les genoux. Me Guerrero m'avait prévenu que ce serait leur objectif, de les laisser parler en premier, de montrer leur jeu avant que nous ne présentions notre défense. Nous avons des témoignages de voisins qui ont signalé des comportements erratiques. Monsieur Durand a été vu errant dans le quartier à des heures étranges. Il semblait confus quant au jour qu'il était. Il oubliait des conversations qu'il avait eues quelques jours auparavant. Des mensonges, tous des mensonges, mais dits avec une telle conviction que quelqu'un qui ne me connaissait pas pourrait croire. De plus, votre honneur, l'isolement social est un symptôme classique de détérioration mentale chez les personnes d'âge avancé. Monsieur Durand a rejeté chaque tentative de sa famille pour l'aider, pour maintenir le contact, même pour savoir où il vit. Ce rejet du soutien familial est profondément préoccupant. Nous demandons que la tutelle temporaire soit accordée à mon client pour protéger les intérêts de son père. Il ne s'agit pas de le contrôler, mais de s'assurer que les décisions qu'il prend sont dans son meilleur intérêt et sont supervisées par quelqu'un qui l'aime et se soucie de lui. Quand il a terminé, le juge s'est tourné vers Me Guerrero. Défense. Mon avocat s'est levé calmement, sans hâte. Votre honneur. Ce que nous avons entendu est un récit soigneusement construit pour justifier le contrôle sur les biens d'un homme parfaitement capable. Mon client n'est pas un vieil homme confus. C'est un professionnel retraité avec 40 ans d'expérience comme infirmier, avec une histoire impeccable dans la gestion de ses propres affaires et avec une capacité mentale complètement intacte. Il a placé plusieurs documents sur la table du juge. Voici l'évaluation psychologique du docteur. Serge Almeida, un psychiatre judiciaire certifié. Les résultats démontrent que M. Durand a une capacité cognitive bien supérieure à la moyenne pour son âge.
Il n'y a aucun signe de démence, de détérioration mentale ou d'incapacité à prendre des décisions. Le juge a examiné les documents avec attention. Nous avons également le rapport de l'assistante sociale Marie Campos qui a visité la résidence actuelle de mon client et l'a trouvé vivant complètement indépendamment dans des conditions optimales. Son appartement est propre, organisé, bien entretenu. Il gère ses propres finances, sa propre nourriture, ses propres soins personnels, sans aucune difficulté. M. Guerrero a fait une pause, laissant l'information être assimilée. La vérité, votre honneur, est que M. Durand a découvert que son fils prévoyait de prendre le contrôle de ses biens en utilisant exactement le mécanisme que nous voyons aujourd'hui, une demande de tutelle basée sur de fausses allégations d'incapacité. Il a pris des mesures préventives intelligentes et complètement rationnelles pour protéger ce qui lui appartient légitimement. C'est absurde, a interrompu Menézes. Mon client ne jamais... Le juge a levé la main. Laissez-le finir, maître. Merci, votre honneur. Mon client est prêt à témoigner sous serment sur ce qu'il a entendu. Mais au-delà de cela, les faits parlent d'eux-mêmes. Un homme qui peut planifier et exécuter la vente d'une propriété, qui peut rechercher et déménager dans une nouvelle résidence appropriée, qui peut gérer des investissements financiers complexes, n'est pas un homme qui a besoin de tutelle. C'est un homme qui a besoin que sa famille respecte son autonomie. Le juge m'a regardé directement pour la première fois. Monsieur Durand, j'aimerais vous entendre. Pouvez-vous expliquer avec vos propres mots pourquoi vous avez vendu votre maison? Je me suis levé. Ma voix est sortie ferme, claire, sans tremblement. Je l'ai vendue, votre honneur, parce que j'ai entendu mon fils et sa femme planifier exactement ceci. J'ai surpris une conversation où ils discutaient avec un avocat de comment obtenir la tutelle sur moi, comment fabriquer des preuves d'incapacité mentale, comment prendre le contrôle de ma propriété. Je n'allais pas attendre qu'ils exécutent ce plan, alors je me suis protégé. C'est un mensonge. Jacques s'est levé. Papa, comment peux-tu dire cela? Nous ne ferions jamais quelque chose comme ça. Silence. Le juge a parlé avec autorité. Monsieur Jacques, asseyez-vous. Monsieur Durand, continuez. J'ai travaillé 40 ans comme infirmier à l'hôpital public municipal de Lyon. J'ai élevé mon fils seul après être devenu veuf. J'ai acheté un terrain et construit ma maison avec mon propre argent, brique par brique. J'ai défendu cette propriété dans un procès qui m'a coûté 2 ans et 90 000 €. Je ne suis pas un homme qui prend des décisions impulsives, votre honneur. Chaque décision que j'ai prise dans ma vie a été calculée et réfléchie. Et votre fils ne croit pas qu'il pourrait être sincèrement inquiet pour vous? S'il était sincèrement inquiet, il aurait respecté ma décision de vendre. Il aurait demandé comment il pourrait m'aider avec le déménagement. Il aurait célébré le fait que j'avais assuré mon avenir financier. Au lieu de cela, il a engagé un avocat et déposé une demande de tutelle. Ce ne sont pas les actions d'un fils inquiet, votre honneur. Ce sont les actions de quelqu'un furieux parce qu'il a perdu l'accès à un héritage qu'il croyait être le sien. Le silence dans la salle était absolu. Le juge m'a étudié pendant un long moment. Menézes, avez-vous des preuves concrètes de la détérioration mentale que vous alléguez? Des évaluations médicales, des rapports documentés, quelque chose au-delà des témoignages anecdotiques? Menézes a hésité pour la première fois. Votre honneur, nous avons les témoignages des voisins qui l'ont vu confus. Avez-vous des déclarations sous serment de ces voisins, des noms vérifiables, des contacts, ou s'agit-il de témoignages de seconde main que votre client a rapportés? Votre honneur, il est courant dans ces cas que... Répondez à la question, maître. Avez-vous des déclarations sous serment vérifiables ou non? Pas à ce moment, votre honneur, mais nous pouvons les obtenir si on nous donne du temps. Le juge a fermé le dossier devant lui d'un coup sec. Il s'est adossé à sa chaise, regardant alternativement Jacques et moi. Puis, il a parlé avec une voix qui ne laissait place à aucune interprétation. J'ai examiné toute la documentation présentée. L'évaluation psychologique de M. Richard Durand
démontre une capacité mentale complète. Le rapport de l'assistante sociale confirme qu'il vit indépendamment, sans problème. Ses relevés financiers prouvent qu'il gère ses affaires de façon responsable. Je ne vois aucune preuve concrète qui justifie une tutelle, même temporaire. Jacques a pâli. Carole a saisi le bord de la table. Ce que je vois, a poursuivi le juge, c'est un homme de 70 ans qui a pris des décisions intelligentes pour protéger ses biens de ce qu'il percevait comme une menace. Cette perception peut être juste ou non, mais le fait est qu'il avait tout à fait le droit légal de vendre sa propriété, de déménager où il voulait et de gérer son argent comme il le jugeait approprié. Il n'avait besoin de la permission de personne. Le juge a regardé directement Jacques. « Monsieur Jacques Durand, je comprends que vous puissiez être inquiet pour votre père, mais l'inquiétude n'est pas une base légale pour retirer l'autonomie d'une personne compétente. Votre père a démontré qu'il est en pleine faculté. Cette demande de tutelle est rejetée. » Le coup du marteau a résonné dans la salle comme un tonnerre final. « Affaire classée, vous pouvez vous retirer. J'ai quitté ce tribunal la tête haute. » Jacques et Carole sont restés à leur place, immobiles, comme des piliers de sel, regardant un monde qui s'était effondré autour d'eux. Je ne me suis pas retourné pour les voir. Je n'avais plus rien à leur dire. Dans la rue, mes Guerrero m'a serré la main avec un sourire sincère. « Vous étiez parfait, monsieur Durand. Cela n'aurait pas pu mieux se passer. »« Merci, maître, pour tout. Que vais-je faire maintenant ?»« Vivre. Simplement vivre. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Jacques a essayé de me contacter 3 fois de plus pendant le premier mois après l'audience. Des messages textes qui oscillaient entre supplications et accusations. Je les ai tous ignorés. Finalement, il a cessé d'essayer. Élise me rendait visite toutes les 2 semaines. Elle m'a dit que Jacques et Carole avaient dû déménager dans un appartement plus petit parce qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer de la maison précédente, que les enfants demandèrent après moi, mais que Jacques leur disait que grand-père était malade et ne pouvait pas recevoir de visite. Un autre mensonge a ajouté à sa collection. « Cela ne te rend pas triste, oncle, ce sont tes petits-enfants. C'est triste qu'ils soient élevés par quelqu'un qui valorise l'argent plus que la famille, mais je ne peux pas les sauver de cela. Je ne peux que me sauver moi-même. » Ma vie dans l'appartement est devenue une routine confortable et prévisible. Je me réveillais tôt, prenais un café en regardant le lever du soleil sur la ville, sortais marcher dans le parc voisin où je nouais des amitiés, d'autres hommes de mon âge qui avaient également choisi l'indépendance plutôt que le faux confort de dépendre de leurs enfants. L'un d'eux, Bernard Costa, m'a raconté sa propre histoire un après-midi alors que nous prenions le thé dans son appartement. Son fils avait essayé de le mettre dans une maison de retraite pour obtenir la maison. Il s'était battu devant les tribunaux, avait gagné et vivait maintenant dans le même immeuble que moi, 3 étages au-dessus. Nos enfants ont grandi à une époque où tout leur était donné facilement, m'a-t-il dit. Ils ne comprennent pas la valeur du sacrifice parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire. Et quand ils voient que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, ils ne pensent pas à travailler pour l'obtenir, ils pensent à comment nous le prendre. Il avait raison. Nous avions travaillé si dur pour leur donner une vie meilleure que nous avions oublié de leur apprendre à valoriser l'effort derrière chaque chose. Avec l'argent de la vente de ma maison, après avoir payé toutes les dépenses juridiques et établi mes investissements, il restait 650 000 € bien protégés. Les intérêts généraient environ 1 800 € par mois, qui, ajoutés à ma retraite de 3 000 €, me donnait 4 800 € par mois, plus que suffisant pour vivre confortablement. Je me suis inscrit à des cours de peinture au centre communautaire. J'ai découvert que j'avais un talent pour les paysages, surtout pour capturer la lumière du coucher de soleil sur les montagnes qui entouraient la ville. Mes peintures ont commencé à décorer les murs de mon appartement, remplaçant de vieilles photographies d'une famille qui n'existait plus de la façon dont je l'avais imaginée. 1 an après l'audience, j'ai reçu une lettre. C'était de Jacques. L'écriture était la même que celle que je connaissais depuis qu'il avait appris à écrire enfant, mais les mots étaient d'un homme que je ne reconnaissais plus. « Papa,
Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé. Mais Carole et moi traversons de graves difficultés financières. Les enfants ont besoin de fournitures scolaires, de nouveaux uniformes. Je te demande, non pas comme ton fils, mais comme le père de tes petits-enfants, d'envisager de nous aider juste cette fois. Juste cette fois. Les mêmes mots qu'il avait utilisés des dizaines de fois auparavant. Juste cette fois s'était transformé en « juste une fois de plus » et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai déchiré la lettre sans répondre. 2 mois plus tard, j'ai appris par Élise que Jacques avait obtenu un emploi à temps partiel comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, que Carole avait finalement commencé à vendre des assurances plus sérieusement. Poussés par une nécessité réelle plutôt que par une ambition vague, ils apprenaient lentement à vivre avec ce qu'ils avaient, au lieu de vivre avec ce qu'ils espéraient hériter. « Penses-tu qu'un jour il s'excusera » a demandé Élise. Je ne sais pas, et honnêtement, cela n'a plus d'importance. Je n'ai pas besoin de ces excuses pour vivre en paix. Cette paix, je l'ai trouvée seule, sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Pour mon 68e anniversaire, Élise a organisé une petite célébration dans mon appartement. Bernard et 3 autres amis de l'immeuble sont venus. Nous avons mangé du gâteau au chocolat, bu du vin, ri, nous rappelant nos batailles juridiques et familiales comme des guerriers, comparant les cicatrices de vieilles guerres. « À nous !» a porté un toast Bernard, levant son verre. Aux hommes qui ont refusé d'être invisibles, qui se sont battus pour ce qui était à eux, qui ont choisi la dignité plutôt que la facilité. « À nous !» avons-nous tous répété. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, je me suis tenu devant la fenêtre, regardant les lumières de la ville. 71 ans. 43 ans depuis que je suis devenu veuf. 71 ans à apprendre que le véritable amour ne se démontre pas avec de belles paroles, mais avec un réel respect. Que la famille n'est pas celui qui partage ton sang, mais celui qui respecte tes décisions. Que vieillir ne signifie pas devenir invisible ou incapable, mais accumuler assez de sagesse pour savoir quand se protéger. J'ai pensé à la maison que j'avais construite, aux briques que j'avais posées une à une, aux murs qui ont vu grandir mon fils. J'ai pensé à combien j'avais craint de la perdre, à combien cette peur m'avait presque paralysé, et j'ai pensé à comment, finalement, la perdre était ce qui m'avait sauvé. Parce que j'ai découvert que ce qui importait vraiment n'était pas dans ces murs, c'était en moi, dans ma capacité à me relever une fois de plus, dans ma détermination à ne laisser personne, pas même mon propre sang, me priver de ma dignité. J'ai touché le verre froid de la fenêtre avec mes doigts. 71 ans, et je commençais tout juste à apprendre à vivre pour moi-même. Ce n'était pas tard, il n'est jamais trop tard pour choisir sa propre paix. Mon téléphone a sonné. C'était un message d'Élise avec une photographie de mes petits-enfants. Beaux, souriants, ignorant de toutes les batailles qui avaient été menées en leur nom. Peut-être qu'un jour, quand ils seraient plus âgés, ils comprendraient. Peut-être qu'ils viendraient me chercher et je leur raconterais cette histoire. Je leur enseignerais qu'aimer quelqu'un ne signifie pas se sacrifier jusqu'à disparaître. Ou peut-être pas. Peut-être que cette histoire se terminerait ici, dans cet appartement, avec un homme de 71 ans regardant par la fenêtre, tenant un verre de vin, se sentant plus libre qu'il ne s'était senti depuis des décennies. Et c'était suffisant, plus que suffisant. C'était tout. Cette histoire vous a-t-elle touché? De quelle ville nous regardez-vous? Connectons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre soutien. J'attends vos commentaires sur l'histoire. Dans la vidéo, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je recommande chaleureusement. Il y a beaucoup plus sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Jusqu'à la prochaine histoire de vie. Avec soin et respect, les conseils de Papy.